Donc voilà, pardon pour ces quelques minutes de retard. Merci d'être présent, merci d'être si nombreux. Je me présente, je m'appelle François Bonnet, je suis le rédacteur en chef du journal en ligne Mediapart, qui a été créé en 2008 et qui est partenaire depuis plusieurs années du festival de Douarnenez. Donc ce débat est consacré à la crise des réfugiés, qui est une crise majeure, l'une des grandes crises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais donc modérer, animer ce débat. Et participe à ce débat Jean-Paul Marie, qui est juste à ma droite. Jean-Paul Marie a été pendant de très longues années grand reporter au Nouvel Observateur, qui s'appelle maintenant l'Obs. Et en particulier, Jean-Paul Marie, ces derniers mois, et il va vous en parler, s'est embarqué à bord d'un bateau qui s'appelle l'Aquarius, qui est un bateau affrété par Médecins sans frontières et qui croise en Méditerranée pour venir en aide aux migrants qui croisent en particulier au large de la Libye. À la droite de Jean-Paul Marie, Zimaco Mel-Jones. Zimaco Mel-Jones qui est depuis quelques années en France, qui vient du Nigeria. Et il va nous expliquer comment il anime aujourd'hui, il est l'un des principaux animateurs d'une école qu'il a fondée à Calais, dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, qui s'appelle l'école du chemin des dunes, qui tous les jours donne des cours et organise des activités pour des centaines de migrants et en particulier des centaines de mineurs. Et il parlera très précisément de la situation des 800 mineurs isolés qui sont aujourd'hui dans la jungle de Calais, 800 mineurs isolés, et on va bientôt franchir à Calais, dans les jours qui viennent, le seuil des 10 000 personnes. Et puis, troisième intervenant, Jean-Arnaud Derins, qui est l'un des animateurs du festival de Douarnenez, mais comme il a beaucoup de casquettes, il est également le rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Le Courrier des Balkans travaille très régulièrement avec Mediapart. Et on avait organisé, avec le Courrier des Balkans et avec une dizaine d'autres titres européens, italiens, grecs, etc., on avait organisé l'an dernier une grande opération pour rendre compte et documenter la crise des migrants qui s'appelait Open Europe. Et dans ce cadre-là, le Courrier des Balkans avait largement participé à cette opération. Alors, je veux juste faire une très courte introduction avec quelques chiffres. Je ne donnerai pas trop de chiffres parce que je sais que les personnes qui traduisent notre débat en langue des signes ont parfois un petit peu de mal à résumer et à mémoriser ces chiffres. Donc on s'est vu avant pour caler tout ça, mais voilà, on les remercie parce que c'est quand même un travail extrêmement compliqué. Donc je veux juste donner quelques chiffres pour tenter de faire un état des lieux aujourd'hui de où on en est de cette crise des migrants. Vous savez qu'en 2015, plus d'1 million de personnes sont arrivées en Europe. Le pic de cette vague, ça a été le mois d'octobre 2015, avec 220 000 arrivées en Europe. Pour vous donner les chiffres exacts, pour les 7 premiers mois de l'année, donc de janvier à juillet, nous sommes à 250 000 arrivées en Europe. Donc vous voyez que le flux et l'exode de réfugiés ou de migrants, on verra comment ces deux mots peuvent être distingués, a été quasiment stoppé, ou en tous les cas divisé par 10 en l'espace de quelques mois. Je vais vous donner deux autres chiffres. C'est d'abord qu'il y a 50 000 personnes qui sont aujourd'hui bloquées en Grèce, dans une sorte de no man's land juridique, et qui sont dans des camps de réfugiés en Grèce, dans des situations très difficiles, à tel point que la Grèce, ce matin, ou hier soir plutôt, a saisi la Commission européenne pour demander une intervention d'urgence. Et puis enfin, je veux vous donner deux autres chiffres. Ça a été l'engagement de l'Union européenne
d'accueillir 160 000 migrants. C'est un engagement qui date d'il y a un an et demi. Ça a été au terme de 2 accords. C'est ce qu'on a appelé l'engagement sur les relocalisations. L'Union européenne s'engageait à accueillir 160 000 personnes et à les disperser dans les 28 États membres. Le chiffre officiel donné par la Commission européenne le 13 juillet, donc c'est un chiffre tout récent, c'est que sur cet engagement de 160 000 personnes, 3 000 personnes seulement ont été accueillies et relocalisées dans les pays de l'Union européenne. Et pour prendre le cas précis de la France, vous vous souvenez sans doute que François Hollande s'était engagé à accueillir 30 000 réfugiés en 2 ans. Le chiffre au 13 juillet, la France a accueilli très exactement 991 réfugiés. Donc vous voyez l'incroyable décalage entre les engagements européens, entre la réalité d'un exode, de vagues d'exil et de mouvements de population dont l'ampleur est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, et puis les politiques des États membres de l'Union européenne et de la France sur cet accueil des réfugiés. Vous avez sans doute en mémoire que le pape François s'est rendu dans une île grecque pour dénoncer le scandale de cette crise des réfugiés en Europe. On est souvent pris à partie par le pouvoir actuel pour suivre de très près cette crise, sur vous êtes des militants, vous êtes engagés, etc., etc. Je veux juste renvoyer ceux qui disent ça à un rapport du défenseur des droits. Le défenseur des droits est aujourd'hui Jacques Toubon, donc ne peut pas être véritablement soupçonné de gauchisme, d'angélisme ou de droit de l'homisme. Et en mai, Jacques Toubon a rendu un très long rapport de 300 pages qui passe au vitriol, c'est extrêmement violent, toute la politique d'accueil en France, toute la politique d'immigration et toute la politique française qui a été menée à l'occasion de cette crise des réfugiés. Ce rapport, vous pouvez le trouver sur le site des défenseurs des droits. Et vraiment, je vous conseille, si ce n'est de tout lire, en tous les cas d'en lire l'introduction, c'est assez clair. Alors, Jean-Paul, juste pour commencer avec toi, puis évidemment, on va tourner. Et on va essayer de ne pas parler trop longtemps parce que vous êtes nombreux. Quand même, le plus intéressant, c'est vos questions et de pouvoir répondre à vos questions. Donc, on va faire 1 ou 2 tours là, assez rapides et ensuite, on sera tout à fait content de pouvoir répondre à vos questions. Jean-Paul, cette crise des réfugiés, c'est aussi une guerre du vocabulaire. Et est-ce qu'on peut rapidement expliquer ce qui distingue un réfugié de ce qui distingue un migrant, avant de parler de ton aventure sur l'Aquarius, ce qu'il en est du droit d'asile en Europe et évidemment des conventions de Genève sur les réfugiés de guerre. Je crois que il faut effectivement s'interroger sur le terme migrant parce que le terme est un terme générique. C'est le moins mauvais terme qu'on peut trouver. Mais derrière cette appellation migrant qui englobe tous les gens qui viennent, il y a une volonté d'un peu de les faire disparaître, de les rendre anonymes et d'en faire une masse. C'est-à-dire quand on dit migrant, on a l'impression qu'on parle d'un pack de produits surgelés qui se ressemblent tous. Et donc ça fait partie un petit peu de la vision. La vision des migrants fait partie d'une vision politique que nous avons et qui s'exprime dans ce que tu viens d'annoncer, à savoir que tous les migrants se ressemblent. Ce n'est qu'une masse, qu'un nombre, qu'un chiffre, et on n'a pas besoin de parler d'autre chose que de migrants. Effectivement, si on prend par exemple un homme, une famille qui vit à Alep sous les bombes et qui traverse la frontière turque et s'installe dans un camp de tentes à la frontière. À ce moment-là, c'est un camp de réfugiés. Ces gens-là sont des réfugiés de la guerre, ce qui est un statut honorable. Mais si au bout de 2 ans, ces gens, où le père en a assez
de vivre dans un camp sans aucune avenir, sans aucune ouverture, et qu'il décide de se rendre par exemple en Grèce, il va arriver en Grèce où il sera un demandeur d'asile, ce qui est encore très honorable. Mais si au bout de 6 mois, on lui refuse cet asile, à ce moment-là, il devient un sans-papier, un clandestin, un illégal. Et donc un illégal, c'est quelqu'un qui embête, qui est en dehors de la loi. Et donc en quelques mois, un homme qui avait le statut de réfugié de la guerre, sur lequel tout le monde se penchait avec compassion et respect, est devenu un illégal qu'il faut chasser, un clandestin, parce qu'il viole la loi. Et interrogeons-nous un petit peu sur ce que veut dire migrant, quand par exemple la population d'Algérie, les pieds noirs, quand ils sont partis d'Algérie pour venir en France, n'étaient pas des migrants, c'était des rapatriés, c'est-à-dire des gens qu'on renvoyait vers une patrie qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Quand votre cousin, votre neveu qui a 20 ans, part travailler à Londres, s'installe, c'est pas un migrant, c'est un expatrié, etc., etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le thème migrant se cache une vision politique des gens. Or, tout notre problème, c'est d'arriver, je pense, à dire que les migrants ne sont pas des produits, ne sont pas quelque chose de formaté, que certains partent pour la guerre, à cause de la guerre, certains partent pour fuir une dictature, d'autres parce qu'ils crèvent de misère, d'autres parce qu'ils fuient des maux, mais aussi certains pour tenter leur chance, pour vivre la grande aventure, pour essayer de changer leur devenir, leur champ du possible. Et que donc, notre premier travail, c'est de remettre une identité sur chacun des migrants pour essayer de dire que d'abord, ce sont non pas des produits ni des chiffres, mais des hommes, leurs défauts, leurs qualités. Et un homme, ça a une identité. Migrant, ça abolit l'identité. Zimaco Mel-Jones, vous avez quitté le Nigeria en 2013. Vous avez traversé l'Afrique, vous êtes arrivé à Nice, vous êtes arrivé en Italie d'abord, puis à Nice, et vous êtes aujourd'hui à Calais, où vous avez créé il y a 1 an, c'était le 11 juillet 2015, une école. Et une école qui aujourd'hui accueille des centaines de personnes, des enfants, mais vous me disiez beaucoup d'adultes. Vous pouvez rapidement présenter cette école? Bonsoir à tous. Moi, c'est Zimaco Mel-Jones, Nigérien réfugié dans le camp de Calais. J'ai quitté chez moi en 2010. J'ai fait la traversée bien avant la mort de Kadhafi. Et je suis arrivé en Italie 1er mai 2011 à 2h du matin. Mais c'était des vraies barques avec des 2 moteurs, 2 tonneaux d'essence, avec des GPS. Ce ne sont pas des barques qu'ils utilisent aujourd'hui. Je suis arrivé en France en mars 2013. Et j'ai travaillé avec des associations. J'ai commencé avec Armée du Salut. J'ai donné la soupe au niveau de la gare de Nice. Après, j'ai changé, j'ai travaillé avec Emmaüs Côte d'Azur, Secours Populaire. Mais chaque fois, je voyais les émissions à la télé, les news, les journaux. Et j'ai décidé de venir à Calais pour donner des idées, travailler avec les associations, aider les réfugiés et m'aider moi-même. Une fois, je suis arrivé à Calais début avril 2015. Et le 8 avril 2015, le gouvernement nord-pas de Calais, il a fermé tous les squats et il a renvoyé tous les réfugiés sur le camp de Calais, notamment appelé Jungle de Calais. Et une fois arrivé, j'étais avec les associations, mais je me suis fait virer parce que chaque fois, je voyais leurs idées négatives et je voyais les miennes positives. Pour moi, l'idée de construire une grande église pour tous les chrétiens du camp et une grande mosquée pour tous les musulmans du camp devait favoriser l'union, la paix et le développement. Insérer les réfugiés pouvaient s'intégrer à la société française. Mais les associations, ils ne voulaient pas. Et du coup, j'ai décidé moi-même de faire une petite école, une classe pour 20 personnes. En ce moment, on avait commencé le camp le 8 avril 2015 à 1500 personnes, dont les 90% étaient des Soudanais. L'école a été inaugurée 11 juillet 2015. Après, les victimes de son succès, parce que c'est une classe pour 20 personnes. À chaque fois, il y a 58, 48, 60,
3 cours à la même heure, j'ai décidé d'agrandir l'école. Du coup, j'ai fait actuellement une école 3 fois plus grande que la première, 60 à 75 places. Et les familles arrivaient aussi, donc j'ai dépensé à construire une classe pour les enfants, parce que les enfants, il faut prendre soin des enfants. En plus, terrain de jeu des enfants, une infirmerie, parce que dans le camp, si quelqu'un est blessé, les pompiers mettent 3, 4 heures, voire 6 heures de temps avant d'arriver. Parfois, ils ne viennent même pas. Actuellement, j'ai plus de 230 étudiants et 25 enfants. 230 adultes. Adultes, oui. À qui vous enseignez principalement le français et l'anglais? Oui, de français, l'anglais, de l'art, painting, dessin, de la musique, tai chi chuan, du sport. Bon, il y a n'importe quel... On fait de tout, quoi. Et parmi ces réfugiés que vous accueillez, c'est quelle nationalité? Des Soudanais? Des Soudanais, des Gambiens, des Sénégalais, des Maliens, en quelque sorte tous les pays d'Afrique, et aussi les Asiatiques comme Pakistan, Pakistanais, Iraniens, Irakiens, Kurdistan. Même les Chinois sont passés chez nous, Indonésie, tout, il y a tout. Les Indiens sont là aussi. D'accord. Alors on a tous ces images en tête de ce que le gouvernement a présenté comme l'évacuation de la jungle de Calais, quand une partie du territoire a été rasée, quand le gouvernement parallèlement a construit un camp en dur, si je puis dire, fait de préfabriqués pour accueillir quelques milliers de réfugiés. Et aujourd'hui, on est sur le point à nouveau de franchir le cap des 10 000 personnes à Calais, c'est ça? Oui. Spécialement, décembre, on était à 7 700 quand le gouvernement Nord-Pas-de-Calais a décidé de démanteler la zone des 100 mètres. Donc ça s'est fait le 15 janvier. Et le 29 février, le gouvernement Nord-Pas-de-Calais a décidé de démanteler la zone sud du camp. Actuellement, sur le 1/3 du camp, c'est-à-dire la zone nord, on est moins de 10 000, dont 963 mineurs, dont 721 mineurs non accompagnés. C'est ça. Jean Arnaud, on parlait de Calais. Il y a aussi une autre jungle qui est en train de se mettre en place, c'est Vintimille, où depuis une dizaine de jours, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont bloquées à Vintimille. Pourquoi? Parce que la France a depuis un an fermé sa frontière, contre évidemment l'espace Schengen qui a été mis, et l'accord Schengen sur la libre circulation des personnes qui a été mis entre parenthèses. Donc il y a là la possibilité de voir émerger une autre jungle avec à terme des centaines de personnes. Ces centaines de personnes, c'est celles qui parviennent encore à emprunter une route qui est officiellement fermée, qui est ce qu'on a appelé la route des Balkans, c'est-à-dire les gens franchissaient la frontière de Syrie en Turquie, puis de Turquie en Grèce, et de Grèce passaient en Macédoine et remonter les différents pays des Balkans pour arriver en Hongrie, en Autriche, en Allemagne, en Italie, et d'où le blocage de Vintimille. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette route des Balkans que tu as abondamment arpenté l'an dernier avec tes collègues du Courrier des Balkans? Officiellement, c'est fermé. C'est vrai que les flux sont sans commune mesure avec ce que c'était l'an dernier. Qu'en est-il? Bon, plusieurs choses. Déjà, pour répondre directement à la question, il y a deux problèmes. Il y a entre 50 et 60 000 personnes qui sont bloquées en Grèce, qui donc espèrent passer, qui n'ont pas d'autre solution que d'avoir recours au réseau de passeurs pour, malgré tout, s'engager sur cette route des Balkans. Et puis, il y a toujours des arrivées, même si c'est en nombre effectivement beaucoup plus faible que l'an dernier. Les points qui sont importants à comprendre, c'est tout d'abord que cette route des Balkans, elle existe depuis très longtemps. Je crois que les premiers reportages, en tout cas dans la presse francophone, c'est des reportages qu'on avait publiés ensemble dans Mediapart et le Courrier des Balkans en 2011. Et déjà en 2011, il y avait des jungles. Il y avait la jungle de Loriane sur la frontière entre la Macédoine et la Serbie. Il y avait la jungle de Subotica sur la frontière entre la Serbie et la Hongrie. C'est donc une voie d'entrée vers l'Union européenne qui existe depuis très longtemps, qui a effectivement connu un emballement massif l'an dernier. Ça a commencé à peu près dès le mois de décembre 2014, janvier 2015.
On a constaté sur le terrain qu'il y avait de plus en plus de monde, et ensuite on est arrivé aux chiffres records de l'été et de l'automne. Il y a exactement un an, il y avait plus de 10 000 personnes, ou autour de 10 000 personnes, qui chaque jour s'engageaient sur cette route. Et un corridor humanitaire de fait avait été créé, permettant aux gens de voyager dans des conditions relativement rapides, relativement sûres, relativement peu coûteuses, relativement protégées. Ce corridor humanitaire, il a été mis en place de manière finalement assez improvisée par les pays de la région eux-mêmes, qui pour le coup n'avaient reçu, je dirais, aucune consigne politique, aucun message politique clair du côté des Européens. Donc tout s'est improvisé, mais ça n'a pas trop mal marché. Par contre, l'autre grand problème, et c'est ce que François évoquait également, l'autre grand problème, c'est qu'aujourd'hui, l'espace Schengen n'existe plus. Il faut être bien conscient du fait que c'est aujourd'hui un souvenir du passé. C'est quelque chose qui n'a plus aucune réalité. Aujourd'hui, il y a partout des frontières, à Vintimille entre la France et l'Italie, mais vous avez également des contrôles frontaliers sur quasiment, aujourd'hui, la majorité, en tout cas, des pays européens. Et donc, les décisions concernant cette route des Balkans ont toujours été prises de manière unilatérale par les pays concernés. Le premier pays à avoir fermé sa frontière a été la Hongrie. Pour le coup, il y a exactement un an, vers ces jours du 25-26 août 2015, le grillage clôturant la frontière hongroise était terminé. La grande question après était la décision de l'Allemagne. L'Allemagne n'a jamais officiellement fermé ses frontières. Le pays qui a dit qu'il les fermait le premier était l'Autriche. Du moment où l'Autriche fermait ses frontières, tous les pays situés avant l'Autriche sur la route ont fermé leurs frontières. C'est une sorte de jeu de domino. Donc la Slovénie a fermé ses frontières, la Croatie a fermé ses frontières, la Serbie a fermé ses frontières, la Macédoine a fermé ses frontières, créant cet effet de nasse où les 60 000 personnes qui se trouvaient déjà en Grèce ont été bloquées et ont été en quelque sorte oubliées par les accords qui ont été signés 9 jours plus tard entre l'Union européenne et la Turquie. C'est comme ça que la route s'est fermée. Mais après, bien évidemment, ces 60 000 personnes prises au piège au mois de mars en Grèce n'avaient qu'une envie, c'était d'essayer malgré tout, dans n'importe quelle condition, de poursuivre la route. Et ces derniers mois, enfin depuis le mois de mars, ce que l'on revoit, ce sont les scènes que l'on voyait déjà il y a plus d'un an, avant que ne se mette en place le corridor humanitaire, des scènes de familles entières qui marchent la nuit le long de la voie ferrée ou à travers champs en Macédoine, pour essayer de gagner la frontière de la Serbie. J'insiste sur un point, une des grandes particularités de la route des Balkans par rapport à d'autres voies d'accès, c'est que là, la majorité des personnes sont d'origine syrienne et ce sont beaucoup de familles qui voyagent. À Idomeni, on a toujours eu au moins 40% d'enfants, de mineurs de moins de 18 ans, ce qui est la différence avec Calais. Donc on voit à nouveau ces familles avec des gamins, avec des personnes âgées, avec souvent des gens en fauteuil roulant qui avancent la nuit en se cachant. Et tout cela, bien sûr, en payant le prix fort, parce que pour passer la frontière, il faut toujours donner des sommes qui s'élèvent très vite à plusieurs milliers d'euros par personne aux différents réseaux de passeurs qui n'ont jamais fait d'aussi fructueuses, d'aussi mirobolantes affaires qu'en ce moment. Donc c'est aujourd'hui, il faut bien, dès que l'on parle de la crise des réfugiés, il faut être aussi bien conscient du fait que l'on parle d'un business énorme, extrêmement rentable, et plus rentable que jamais aujourd'hui, et qui sera toujours plus rentable si l'on ferme davantage les frontières. Plus vous fermez les frontières, plus vous faites les affaires des réseaux de trafiquants, de passeurs. Alors juste, excuse-moi, si tu me permets juste de terminer, donc ces gens essayent de passer. Il y a aussi toujours des gens, à peu près 100 par jour, qui arrivent depuis la Grèce. Il y a aussi d'autres petites voies qui se mettent en place. Il y a par exemple pas mal de gens qui, depuis la Turquie, passent par la Bulgarie pour arriver directement en Serbie en évitant, si vous voulez, la case macédoine. Il y a donc, d'après ce que me disent les collègues hongrois, il y a à peu près 500 personnes qui arrivent par jour en Hongrie. Ce qui est un chiffre, bien sûr, beaucoup plus faible que ceux d'il y a un an, mais tout de même un chiffre pas négligeable. Alors 500 personnes qui arrivent chaque jour en Hongrie, à peu près la moitié sont arrêtées. Donc, c'est-à-dire que la moitié passe, parce qu'ils ont payé des bons passeurs qui sont de mèche avec la police. L'autre moitié est arrêtée, certains de manière assez symbolique sont renvoyés vers la Serbie. Symbolique, non, les gens sont effectivement renvoyés, mais ça permet à la télévision hongroise et au Premier ministre Orbán de montrer tous les soirs des images
de personnes qui sont expulsées vers la Serbie. Et d'autres sont arrêtés puis sont envoyés dans un camp, un centre d'accueil, centre de rétention semi-fermé qui, comme par hasard, en fait, n'est pas fermé du tout et se trouve juste à 200 mètres de la frontière autrichienne. Donc quand les Hongrois mettent les gens là, ils savent très bien qu'ils vont passer en Autriche. Mais je crois qu'on est là au summum, comment dire, de l'hypocrisie. 500 personnes, c'est tout à fait acceptable, gérable pour l'Autriche et l'Allemagne. Par contre, d'un point de vue politicien, on ne veut pas que ça se voit. Donc tant qu'il y a 300, 400, 500 personnes qui passent par jour, tout va bien, les dirigeants européens sont contents, l'accord avec la Turquie fonctionne, on a résolu la crise. Néanmoins, d'une part, ces personnes prennent les plus grands dangers, traversent cette longue route dans des conditions extrêmement difficiles, et de plus, bien évidemment, à n'importe quel moment, ces flux pourraient à nouveau grossir. Alors, cette quasi-fermeture de la route des Balkans a eu un effet mécanique, c'est-à-dire de réanimer ce qu'a été l'autre grande route, qui était la traversée de la Méditerranée, en particulier depuis la Libye. Et je vous donne juste un chiffre, il y a 25 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée en juillet, ce sont des chiffres de l'OIM. L'OIM, c'est l'Organisation internationale des migrations. Et l'OIM note également qu'il y a eu 3 000 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Il y en avait eu 3 600 en 2015 et il y en avait eu 3 200 en 2014. On est donc en 3 ans à 10 000 morts dans le passage de la Méditerranée. Jean-Paul, c'est pour ça, si j'ai bien compris, que tu t'es embarqué il y a quelques mois à bord de l'Aquarius. L'Aquarius, c'est un navire affrété par Médecins sans frontières pour porter aide aux embarcations de migrants en perdition au milieu de la Méditerranée. Très rapidement, je sais que tu as tenu un blog qui racontait au jour le jour ce qui se passait. Tu en as fait un film, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as vu, de ce flux qui provenait de Libye? Moi, je crois qu'il faut se mettre essayer de faire un tout petit effort. Voilà, il est environ un peu plus de 18 heures. En ce moment même où nous parlons, il y a sur l'eau, à 30-40 km au large des côtes de Libye, sans doute plusieurs embarcations qui sont des boudins de plastique de 20 à 30 mètres, reliés par une toile plastique sur lesquelles on a mis des planches qu'on a vissées avec des vis qui dépassent. Et ces boudins de plastique, sur ce boudin de plastique de 20 mètres de long, 15 mètres, il y a 150 personnes, 140 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, en ce moment, au moment où nous parlons. Et ces gens se sont embarqués cette nuit à minuit, parce que la mer était bonne, parce que la mer est bonne, à minuit. Ils sont partis, ils avaient attendu 5, 6, 7 jours dans un hangar, on ne les a pratiquement pas nourris, on leur a donné très peu à boire. Ça faisait des mois, voire des années qu'ils voyageaient, et ils sont arrivés au bord de cette plage, à Zawarat, à une dizaine de kilomètres de Tripoli. Et puis les passeurs sont venus les chercher, les passeurs avec une escorte armée sont venus les chercher pour les pousser vers la plage. Pourquoi armés? Pas pour les protéger, mais pour empêcher que d'autres milices essayent de voler le bétail humain que constituent les migrants pour pouvoir les revendre à d'autres. Donc, ils sont protégés. Arrivés au bord de l'eau, on leur dit le Zodiac est là, il est à 50 mètres, je ne sais pas nager, peu importe, allez-y. Les gens se battent, s'ils ne veulent pas, on les abat. Les gens se battent, ils pataugent dans l'eau, ils montent sur ces Zodiacs qui commencent à se dégonfler dès le départ. Le passeur leur donne des rustines et de la colle. Les gens se battent, s'agrippent entre eux, certains se noient avant d'arriver. Ils montent sur ces Zodiacs et le Zodiac part avec un moteur de 15 chevaux, vous voyez ce que ça donne. Et ils sont partis à minuit. Et ce matin, on les a ratés. On ne les a pas vus sur l'eau. Alors, ils sont encore sur l'eau. Et maintenant, là, plus personne ne les trouvera à cette heure-ci. Et ils sont partis à minuit. Ça fait maintenant, ça va faire 18 heures qu'ils sont sur l'eau. Et le Zodiac se dégonfle. Parce que ces Zodiacs ne sont pas faits. Zodiac, pardon pour la marque, ce n'est pas un Zodiac, c'est un boudin. Ce sont des canots, des jouets de plage que vous ne laisseriez pas naviguer à 200 mètres des plages ici. Et ces Zodiacs se dégonflent et il y a de l'eau qui rentre et le moteur a cassé, il dérive, il y a des vagues qui se forment d'1 mètre à 2 mètres et vous avez des gens qui sont paniqués, qui n'ont jamais vu la mer de leurs yeux,
qui ne savent pas nager. Donc s'ils tombent à l'eau, ils sont morts dans les 30 secondes. On a vu dans les canots de sauvetage des gens se noyer à 3 mètres de nous, pas de moi, mais certains l'ont vu, des sauveteurs. Ces gens-là sont paniqués, ils n'ont pas mangé, ils sont épuisés, ils clapotent dans de l'eau de mer qui est mélangée à de l'essence, ils vomissent, ça leur brûle la peau, ils sont paniqués. Certains disent, un réfugié a dit, la mer, je ne savais pas ce que c'était, quand j'ai vu, j'ai cru que c'était le ciel qui était couché sur la terre. Et cette mer, elle monte et elle descend, et ils vont attaquer la nuit maintenant, il va faire nuit, et ils vont passer la nuit. Demain, ils seront peut-être disparus sur l'eau. Alors, ce qu'on a vu sur l'Aquarius, qui est affrété par SOS Méditerranée, non pas par MSF, MSF étant l'équipe médicale qui s'occupe des soins, SOS Méditerranée, c'est une association de citoyens comme vous, comme moi. Il n'y a pas d'organisation publique, il n'y a pas d'ONG. C'est de l'argent collecté par petits morceaux par des citoyens européens. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens ? Ils ont dit quand Mare Nostrum, c'est la grande opération de repêchage qui a été organisée par les Italiens, à tout à leur honneur, qui a ramassé 150 000 réfugiés. Quand ça s'est arrêté, il y a des gens qui se sont dit, un capitaine de navire marchand allemand, qui s'appelle Klaus Vogel, qui a dit, mais c'est pas possible, qui va les sauver ? Parce que contrairement à ce qu'on croit, les migrants ne passent pas parce qu'on va les sauver, ils passent de toute façon. Et si on ne les sauve pas, ils se noient en grande partie. Donc ces gens qui sont sur l'eau en ce moment, pensez à eux. Ils vont passer la nuit. Peut-être que demain, ils ne seront plus sur l'eau. Peut-être que demain, leur Zodiac aura coulé parce qu'on est arrivé parfois sur des embarcations pneumatiques. Ils avaient de l'eau jusqu'ici et ils étaient en train de couler. Et au fond des Zodiacs, on a trouvé ensuite 6 cadavres de gens qui avaient été piétinés et qui étaient morts, intoxiqués par l'eau de mer, par l'essence, par ce mélange toxique, noyés, piétinés. Donc ces gens, ce capitaine a dit, que faire ? Eh bien, on ne peut faire qu'une seule chose. Quoi ? Parce que finalement, c'est très simple. Les choses sont très simples. Quand on parle de politique de migration, on peut en parler. Mais une chose est simple. On ne peut pas laisser des gens se noyer sous nos yeux. La Méditerranée, elle est sous nos yeux. Et donc, être un homme, ce qui fait un homme, être un homme, c'est dire non. On refuse l'inacceptable. Eh bien, il a dit, c'est un capitaine de navire. Avant, il pilotait des porte-containers de 200 mètres. Il a dit, ils se noient, il faut les chercher. Pour les chercher, il faut un bateau. Et c'est comme ça que c'est parti SOS Méditerranée, avec des Français et des Allemands. Et ils ont récolté de l'argent. Et le 25 février, il y a un bateau de 80 mètres qui s'appelle l'Aquarius, qui est allé face aux côtes libyennes, qui a patrouillé face aux côtes libyennes d'est en est, pour recueillir les gens qui se noyaient. Et quand je parlais tout à l'heure des migrants en disant que ce n'est pas un terme générique, quand vous tirez des gens de l'eau et que vous affrontez leur regard de gens qui sont déjà morts, parce qu'ils étaient morts quand vous arrivez, ils étaient en train de couler, et ce n'est pas une formule. Un des sauvetages, on est arrivé, le Zodiac était cassé en deux, et les gens commençaient à couler. Il y a eu 5 noyés sous les yeux des sauveteurs, des gens qui ont été enlevés par des vagues. Quand vous affrontez ce regard-là, vous savez que vous parlez de vie et de mort. Et c'est exactement ce qui se joue en Méditerranée maintenant. Ne pas intervenir, c'est de laisser des gens se noyer, hommes, femmes, enfants, bébés. Et il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes de toute nationalité qui viennent d'Afrique centrale. Alors effectivement, avec la fermeture de la route des Balkans, avec qu'est-ce qui reste ? Il reste le chaos de la Libye qui permet à des gens de partir, et c'est la route droite pour aller à Lampedusa. Ces gens ne peuvent pas tenir plus de 24 heures, 48 heures, et encore, on n'y croit pas, sur l'eau. Donc si on ne les trouve pas, ils se noient. Et SOS Méditerranée, c'est fait de bénévoles, de gens qui sont des gens compétents et qui vont à l'endroit où ça se passe et qui sont d'ailleurs acceptés par le centre maritime de Rome, par les militaires, par tout le monde, parce qu'il y a un besoin de sortir les gens de l'eau avant qu'ils se noient. Voilà ce qu'on a vu. Jean-Paul, juste je t'interromps. Est-ce que dans ces patrouilles maritimes, vous avez croisé les navires de l'agence Frontex? L'agence Frontex, c'est l'agence européenne qui est chargée de garder les frontières et qui, quand justement cette opération Mare Nostrum, conduite par l'Italie et que tu évoquais, et qui a sauvé des dizaines de milliers de personnes, s'est interrompue, l'agence Frontex était censée prendre le relais. C'est une vaste blague, parce que Frontex, Triton, Sophia, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'expression sur la mer de notre embarras. On ne veut pas des migrants. On n'en veut pas. L'Europe, en général, n'en veut pas.
mais elle ne peut pas non plus demander à ce qu'on coule les embarcations parce qu'on n'a plus la capacité intellectuelle d'accepter. Alors on fait entre les deux, on est dans le déni, dans le tabou, dans le silence, on ne dit pas les choses. Frontex, c'est une surveillance des frontières, il reste sur les frontières de l'Europe. Ensuite, il y a eu Mare Nostrum, après il y a eu Triton, qui est un mélange de Mare Nostrum et de Frontex, et puis il y a Sophia. Sophia est une immense opération spectaculaire et totalement intéressante et hypocrite. Sophia, ce sont 12 navires de guerre, avec des canons, des missiles, qui sont positionnés face à la Libye et qui sont chargés de traquer les passeurs. Ce sont des militaires. Comme ils ne traquent pas les passeurs parce qu'ils n'en trouvent pas, une quarantaine qu'on a ramassée par la peau des djellabas qu'on a envoyés en prison, et que la Chambre des Lords britannique a fait un rapport où elle a dit que l'opération Sophia était un échec, que font les militaires? Eh bien, comme ce sont des gens qui respectent le droit de la mer, ils font du sauvetage en mer. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour traquer les passeurs avec des canons et ils ramassent les gens qui se noient exactement comme SOS Méditerranée, avec un peu moins de chaleur peut-être, mais en tout cas ils le font. Donc on dépense une somme considérable pour envoyer des bateaux de guerre pour faire du sauvetage en mer, mais on ne fait pas de sauvetage en mer parce qu'on a décidé qu'on n'en faisait pas. La politique, le problème, on parle de la politique de l'Europe. Le problème, il est simple, il n'y a pas de politique de l'Europe. La politique de l'Europe, ça a été le déni, le silence et le tabou. Nous, on disait, attention, il y a des migrants qui arrivent. Personne ne voulait en parler, ça ennuyait, paraît-il, les Français, les Européens. Donc, on n'en a pas parlé, on n'a pas conscientisé, on n'a pas débattu le problème. Quand c'est arrivé en masse, qu'est-ce qu'on a fait? Le chaos, la panique, forcément, personne n'était prêt. Et comme vous l'entendrez, il y a des réactions ici ou là différentes, on ne comprend pas pourquoi on fait ceci ici. Et il n'y a pas de politique. Et là, ce qu'on demande, si vous voulez, en étant sur place par la présence de la SOS Méditerranée, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une politique de migration. Là, vous avez entendu parler, ceux qui vont vouloir être président de la République, on a entendu les premiers discours, de quoi parlent-ils? Ils parlent d'invasion, ils parlent de faire moins, de refuser les visas, de diminuer... Ils ne parlent pas de politique de migration, c'est-à-dire ils ne parlent pas de ce qui pourrait être ou ne peut pas être fait. Donc il n'y a pas de politique. Frontex ne fait pas son boulot, Sophia ne fait pas son boulot, Triton, c'est quelque chose, c'est un animal, d'ailleurs, je n'ai jamais vu comment il était fait, et Mare Nostrum s'est arrêté. Alors quoi? Eh bien, ce sont des citoyens qui sont là, avec des bateaux, effectivement, d'autres bateaux de MSF, avec des navires de guerre qui font pas la guerre, mais qui font du sauvetage, et c'est un espèce de maelstrom qui fait quoi? Les gens se noient, on les sort de l'eau parce qu'on est bien obligé de le faire. Mais il n'y a pas de politique de migration en amont, on n'en veut pas. Et comme on n'en veut pas, on ne sait pas quoi faire. Et comme on ne sait pas quoi faire, on n'en parle pas. Alors, Zimaco Mel-Jones, on peut peut-être dire, sans contredire Jean-Paul Marie, qu'il y a une politique concernant Calais qui est de cacher ça, qui est de cacher, de l'éparpiller, de le faire disparaître. Le gouvernement français s'efforce de convaincre des gens qui sont aujourd'hui dans la jungle de Calais de demander l'asile en France, asile qui ne leur sera pas accordé, mais c'est un moyen pour le gouvernement de faire partir les gens de Calais pour les emmener dans des centres d'orientation qui sont dispersés un peu partout en province. Aujourd'hui, Calais, ça va être à nouveau près de 10 000 personnes. Est-ce que ça passe vers l'Angleterre, vers le Royaume-Uni? Est-ce que ça ne passe toujours pas? Bon, ça passe. Actuellement, il y a plus de 150 qui rentrent en Angleterre chaque semaine et il y a plus de 500 qui arrivent sur le camp. 150 qui passent chaque semaine ou chaque jour? Chaque semaine. Chaque semaine. Et il y a plus de 500 qui arrivent. D'accord. Et quelle est la tendance? À une fermeture toujours de plus en plus grande? Actuellement, il n'y a que la zone nord qui tient debout. Ils sont condensés sur la zone nord. Il y a à peu près 10 000 personnes, et femmes, enfants et hommes. Ça part en Angleterre. La soirée, par exemple, 1h du matin. Parce que sur le camp, tout se joue avec le soleil. Et au coucher du soleil, les gens ils préparent à manger, et ils changent, ils vont au tunnel. Il y a d'autres qui essaient de passer sous le tunnel, et le tunnel sous la Manche, à pied. Il y a d'autres qui essaient de choper des trains, des camions qui passent niveau de ferry, ou soit des camions qui passent niveau du tunnel. Mais chacun, il a son moyen de rentrer. Donc les passages se font la nuit? La nuit, oui. Parce que la nuit, c'est noir.
Donc, D'accord. il n'y a pas le soleil et ils ont la chance de se cacher dans des camions. Qu'est-ce qui va se passer quand ce cap des 10 000 personnes sera franchi à Calais? Et à ce moment-là, pourquoi pas 11 000, 12 000, 15 000? On a vu dans d'autres villes du nord de la France, par exemple à Grand-Sainté, où la municipalité a construit contre l'avis du gouvernement un camp d'accueil de réfugiés. Actuellement, le camp de Grand Centre, ils sont en train de fermer le camp. À chaque personne ou chaque famille qui rentre en Angleterre, le gouvernement démonte la cabane et voilà. Actuellement, ils sont à peu près moins de 700. Normalement, c'était 1500, mais petit à petit, ils sont en train de vider le camp. Alors, je veux juste faire une petite précision personnelle, parce que Jean-Paul Marie, et je suis tout à fait d'accord avec lui, disait il n'y a pas de politique européenne. Il y a eu quand même un acte politique important qui a été finalement la décision prise par l'Europe de sous-traiter cette crise à la Turquie. Et c'est évidemment l'accord intervenu en mars 2016, moyennant promesse de 5 milliards d'euros, et qui a été de dire à la Turquie, ben vous fermez vos frontières, vous empêchez les vagues de Syriens et d'Irakiens, d'Afghans, de Pakistanais de passer en Grèce, et on vous dédommage. Et d'où les demandes du gouvernement turc de dire OK 5 millions d'euros, mais également la libéralisation de la politique des visas et la possibilité pour les Turcs de se rendre dans l'Union européenne désormais sans visa. Puisque ce festival est consacré au peuple de Turquie, et vu les événements en Turquie aujourd'hui, cet accord est en train de, évidemment, capoter et donne lieu à une sorte de négociation absolument sordide entre la Turquie et l'Union européenne. Le très peu de réaction, voire l'absence de réaction de l'Union européenne à ce qu'il se passe aujourd'hui en Turquie. 80 000 fonctionnaires limogés, 30 000 personnes en prison, les médias tous écrasés, évidemment, n'est pas sans rapport avec la gestion de cet accord sur les réfugiés. Je me permets juste, pardon, mais parce que je l'ai lu justement en venant en train tout à l'heure, pour les gens qui lisent facilement l'anglais, je leur conseille un formidable papier dans le Washington Post aujourd'hui qui décrit comment cet accord est en train de capoter, comment le gouvernement turc est en train de mener une négociation extrêmement dure avec l'Europe et brandit la menace de simplement réouvrir les portes et d'organiser pour les mois qui viennent un nouvel afflux de dizaines de milliers de personnes. Donc on est dans un cynisme politique absolu d'une Europe qui, au passage, a quand même abdiqué de toutes ses valeurs fondamentales. Je veux dire, la fondation de l'Europe se crée aussi au lendemain de la guerre, pas seulement pour la paix, mais elle se crée pour gérer les immenses déplacements de population qu'il y a eu au lendemain de la guerre. Il y a eu 5 à 9 millions de personnes déplacées dans les ruines et les décombres de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, l'ambition européenne, c'est de pouvoir gérer ça et de pouvoir recréer de la citoyenneté et des valeurs communes. L'Union européenne, depuis 1 an et demi, s'est pas seulement assise sur tous les traités, accords Schengen et autres, elle s'est assise sur ses valeurs. Et maintenant, on va voir émerger cette question turque et de la relation avec l'Union européenne. Jean-Arnaud, comme tu connais bien la Turquie, qu'est-ce qu'on peut envisager? Et puis après, Jean-Paul interviendra. Oui, moi je crois le plus important à bien comprendre, c'est que cette situation donne effectivement une sorte d'arme toute puissante au président Erdogan, au gouvernement turc. Donc j'aurais envie de dire qu'a priori, du point de vue turc, quand vous avez comme ça une sorte d'arme atomique qui terrifie votre adversaire ou votre partenaire, le but du jeu, c'est de le montrer toujours, de dire attention, on va ouvrir les vannes, on va laisser passer des dizaines de milliers de personnes, mais ne pas le faire. La menace est plus utile que sa réalisation éventuelle. En menaçant, vous obligez l'Europe, vous obligez l'Union européenne à faire des compromis à peu près sur tout. Donc j'aurais envie de dire que pour l'instant, on est dans cette situation-là. Et de fait, la Turquie continue jusqu'à présent de contrôler ses frontières. La situation, encore une fois, n'a rien à voir avec celle de l'an dernier. Ceci étant, je me garderai bien de faire le moindre pronostic pour l'avenir, tant les paramètres sont multiples. Il y a tout de même déjà un paramètre majeur
qui est l'évolution de la situation dans le principal pays de départ de ces réfugiés, à savoir la Syrie. Et là, pour le coup, il n'y a rien qui permette d'imaginer que les flux vont ralentir, en tout cas à échéance des prochains mois. Donc on est devant une situation où il est totalement impossible de faire des pronostics, mais où il est parfaitement certain que ces flux qui sont revenus à des niveaux assez bas sur la route des Balkans peuvent en quelques jours repartir totalement à la hausse. Et la grande question, c'est encore une fois, si cela se produisait, qu'est-ce que l'on ferait ? Il n'est pas imaginable de dire que toute la charge se concentre sur la Grèce. Là, on arriverait à une situation totalement explosive. 60 000 personnes, j'ai envie de dire, de manière très cynique, pour le coup, vous m'excuserez, que la Grèce arrive à le gérer. Et vraiment, la Grèce, quand je dis la Grèce, c'est à la fois le gouvernement, mais la population, la société, les citoyens se mobilisent de manière assez admirable, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, pour que les gamins soient à peu près scolarisés, que les gens aient à manger, que les besoins fondamentaux soient à peu près couverts, même si la situation dans le camp d'Idoménie durant tout le printemps était une situation catastrophique. Personnellement, j'avais même pas vu durant les guerres yougoslaves, où les réfugiés étaient généralement dans de bien meilleures conditions que cela. Malgré tout, les Grecs essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pour 60 000, ils ne peuvent bien sûr pas pour le double, ou le triple, ou le quintuple. Donc la charge ne pourra pas reposer que sur la Grèce, ce qui veut dire que si cela se produisait, les frontières devraient bien s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Mais là encore, et ça je crois que c'est le plus important, il n'y a aucune politique européenne. Est-ce qu'il y a dans quelques bureaux de Bruxelles des gens qui font de la prospective, qui imaginent des scénarios ? J'en suis même pas convaincu. Je ne le crois pas. J'ai rencontré, c'était début juillet, j'ai discuté de ça avec le commissaire aux politiques de voisinage, Johannes Hahn. C'était à l'occasion du sommet Union européenne-Balkans à Paris. Je lui ai dit, mais quand même, si la crise repart, qu'est-ce qu'on fait ? Et sa seule réponse a été de me dire, mais non, pourquoi vous vous inquiétez ? Les flux ont diminué, tout va bien. Le problème est réglé. Ce qui paraît déconcertant de manque d'imprévoyance, et ce qui traduit surtout une absence totale de politique, puisqu'on le sait très bien, au bout du compte, chaque pays, membre ou pas de l'Union européenne, réagira à sa manière. Jean-Paul. Oui, sur la Turquie, quand même. Sur la Turquie. Moi, j'ai publié un livre à l'automne où je parlais des migrants, etc. Et donc, j'ai été amené à travailler un petit peu sur certaines choses et l'histoire. Ce qui se passe avec la Turquie, ce n'est pas quelque chose de surprenant ou d'inédit, c'est une continuité. Rappelez-vous les accords qui ont été passés entre Berlusconi et Kadhafi, où Kadhafi a obtenu, en dehors d'une série de courbettes ignobles de la part de Berlusconi en Libye, a obtenu une autoroute qui devait faire traverser toute la Libye, qui coûtait 5 milliards, tiens, on n'est pas loin des chiffres, pour dire « je retiens ». Et en fait, l'Europe, qui n'a pas de politique et qui préfère le silence, le tabou, le déni, paye soit des dictateurs, soit des États mercenaires. Parce que fait la Turquie ? Que fait la Turquie ? Elle dit « je peux empêcher des migrants de passer pour demander des visas à condition que vous nous donniez à nous Turcs des visas pour aller en Europe ». Donc c'est une bataille entre migrants, plus 3 milliards. Non, a dit le Premier ministre, 6 milliards, c'est mieux. Bon, 6 milliards. Et voilà où on en est réduit. C'est-à-dire qu'on met des bouchons et on ne veut pas les mettre de façon visible, donc on demande aux autres de les mettre. Un jour, ce sont les dictateurs. Un jour, c'est la Turquie d'Erdogan. Or, pas de chance, la Turquie d'Erdogan est en train de dévoiler ce qu'elle est. Donc cet accord que l'on passe au mépris des droits de l'homme que nous avons professés et sur lesquels nous avons profité pendant des dizaines d'années en disant nous sommes le monde et la patrie des droits de l'homme ou l'Europe des droits de l'homme, ces droits de l'homme que l'on oublie totalement et qu'on abdique, eh bien on laisse faire un pays qu'on connaît, islamiste et conservateur, qui est en train de nous rendre service comme Kadhafi rendait service à l'Italie. Ce sont des États mercenaires et on accepte cela et on est prêt à fermer les yeux. On est encore dans la politique du silence, du déni, du tabou, tout, mais tout, pour surtout ne pas voir arriver ces migrants et ne pas obliger de regarder le problème en face. Et pour compléter ce que tu viens de dire, l'Union européenne, qui est très satisfaite de cet accord avec la Turquie, puisqu'elle considère qu'il a permis justement de geler les flux,
a annoncé au mois de juillet qu'elle entrait en négociation. Le projet a été présenté au Parlement européen, qu'elle entrait en négociation avec 16 autres pays, des pays aussi sympathiques que l'Érythrée, hein, pour justement négocier des accords de maintien moyennant finance. L'Érythrée, juste une parenthèse, pardon François, l'Érythrée d'où partent une grande partie des migrants que vous voyez arriver ici, puisqu'on pense qu'il y a environ un 5e, un 6e de la population qui a quitté l'Érythrée parce que c'est une dictature, et à laquelle l'Europe verse, alors qu'on a un dictateur dans lequel le service militaire se fait à vie, dans lequel il y a 400 camps de prison, de containers dans le désert, 400 camps de détention dans le désert. Tout le monde sait, enfin ceux qui sont intéressés, que c'est une dictature absolument implacable, mais elle empêche les migrants de partir, et donc l'Europe verse, pour promouvoir la démocratie, 400 millions d'euros à un dictateur qui s'appelle Isaias Afewerki. Zimaco Mel-Jones, est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui? On est réfugié, on est coincé dans la jungle de Calais, on y reste combien de temps? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une idée de la durée moyenne? Quand on arrive à Calais, on y est pour combien de temps? Pour 3 mois, pour 2 ans, pour 4 ans, pour... Et c'est difficile à dire parce que il y a la chance aussi qui joue, parce qu'il y a d'autres qui arrivent aujourd'hui, ils vont au tunnel aujourd'hui, ils passent. Il y a d'autres qui essaient de nager parfois pour rattraper le ferry, et ils passent, mais d'autres, ils plongent dans l'eau, on les retrouve demain matin sur l'eau, ils sont morts. Pour moi, actuellement, il y a l'Afghan le plus âgé parmi nous, il a fait 7 ans à Calais, il n'a jamais eu la chance de passer. 7 ans à Calais. Actuellement, il a demandé l'asile, ils l'ont donné négatif. Donc, il est obligé de faire recours. La chance joue beaucoup. La chance joue beaucoup aussi. Et surtout, il faut, si par exemple, comme je l'ai dit, ce sont des héros, faire passer 7-8 frontières avant d'arriver à Calais. Si tu gardes toujours ta foi, pourquoi ne pas passer? Et voilà quoi. Il faut avoir les pieds sur terre. Il ne faut jamais laisser aller quoi. Pourquoi, et c'est ce qu'on a constaté tout au long de l'année 2015, beaucoup de reportages l'ont documenté, pourquoi les réfugiés ne veulent pas rester en France? Bon, à tel point que vous vous souvenez peut-être de cet épisode où on nous avait annoncé à grand flonflon, si je puis dire, qu'une délégation de l'OFPRA s'était rendue en Allemagne pour ramener 550 réfugiés de mémoire, et au bout de 2 mois, ils étaient tous repartis. Okay. Bon, n'oubliez pas que la plupart de ces pays, c'était des anciennes colonies d'Angleterre. Donc, leurs papas ou les frères étaient allés en Angleterre pour des formations militaires, ou soit éducation ou professionnelles de métier, qui sont retournés en Afghanistan, par exemple, pour donner des cours, former des gens et devenir directeur d'école, entrepreneur. Et actuellement, il y a la guerre, donc ils pensent que l'Angleterre a toujours le même niveau de vie. Et ils prennent tous la direction de l'Angleterre, où il y a des familles qui ont vécu en Angleterre, qui ont étudié en Angleterre, envoient leurs enfants en Angleterre. Parce qu'ils pensent que la vie est toujours la même. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, même les 90% des bénévoles du camp, ce sont des Anglais qui viennent aider. Donc c'est très très dur. En plus, il y a les passeurs qui se multiplient sur le camp. Donc c'est très dur de passer, mais il y a beaucoup qui passent. Jean-Paul, il y a eu cette première campagne de l'Aquarius. Est-ce qu'il va y en avoir une nouvelle? Quel bilan et comment ça va? Est-ce que ça va être recadré? Comment ça va évoluer? Alors l'Aquarius avait réussi à récolter 1 million d'euros. Encore une fois, grâce aux citoyens, français, allemands et maintenant italiens, par des dons de 30, 50, 100 euros. L'Aquarius, ça coûte 11 000 euros par jour. Il faut un bateau, il faut des bénévoles, bien sûr, il faut des marins professionnels, il faut des moyens. La première campagne a commencé le 25 février, elle devait s'arrêter fin avril. Je n'ai participé qu'à la première rotation, peu de choses, 3 semaines. Et toutes les 3 semaines, le bateau rentre au port pour avitailler et repartir patrouiller. Fin avril, l'association, qui avait donc épuisé son carburant financier, a décidé de continuer parce que, encore une fois, les citoyens, vous, moi, continuez à envoyer de l'argent
Donc, elle a décidé de continuer, et justement, avril, mai, juin, juillet, vous imaginez, à rentrer au port faute de carburant, c'était terrible. Donc, ils ont décidé de continuer jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que l'association SOS Méditerranée a pratiquement atteint, pas encore, mais est sur le bon chemin pour boucler un budget de plus de 3 400 000 euros jusqu'à la fin décembre 2016. Et l'idée, ce n'est pas de faire un coup médiatique ou une campagne, mais bien de rester sur l'eau. Et si possible, de mettre un deuxième bateau, parce que tous les gens qui sont sur ce bateau sont convaincus, et pour cause, qu'ils sont une goutte d'eau. C'est vraiment une goutte d'eau dans une mer d'horreur, et qu'il faut continuer à patrouiller toute l'année, tout le temps, parce que dès que ces bateaux-là rentreront au port, dès que la mer sera vide, les migrants se noieront. Alors aujourd'hui, là, vous avez en ce moment un bateau qui est à 30-40 km. La nuit va tomber, il va se décaler un peu parce que les Libyens sont parfois menaçants. Les gardes-côtes libyens viennent s'approchent du bateau en essayant de gesticuler un peu pour les repousser. Et le bateau va se mettre, comme d'habitude, cap au nord, en roulant à 2 nœuds. Demain matin, à 5 heures, il repart, même avant, 4 heures, il repart vers la zone, donc il fait une dizaine de milles, et il va essayer de récupérer ces migrants qui sont sur l'eau avant qu'ils ne se noient. Et vous savez, je crois qu'il faut savoir que ce qui tourmente le plus ceux qui ont connu ce genre de sauvetage, ce n'est pas tant, et même si, ce n'est pas tant la dureté de cette rencontre avec des gens qui ont la mort dans les yeux, parce que ces gens-là ont la mort dans les yeux quand vous les montez à bord, c'est, en tout cas, et je le disais tout à l'heure, mais ce sentiment très fort de l'absence, c'est-à-dire, on pense, et moi j'y pense tout le temps, même plusieurs mois après être rentré, et je sais que les autres aussi, je pense à ces zodiacs qu'on n'a pas vus. On est arrivé trop tard, on les a signalés, on est allé voir, il n'y avait rien. Mais rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire un zodiac au fond de l'eau, 140 personnes, minimum 120, 130, 140, qui sont au fond de l'eau, hommes, femmes et enfants, parce qu'on est arrivé 20 minutes trop tard et que le zodiac a coulé. Et on pense à tous ces bateaux qui disparaissent et on ne saura jamais d'où ils sont partis, combien ils étaient, qui ils étaient, quels étaient leurs noms, quelle étaient leur identité. On ne sait même pas qu'ils ont existé. Ça, cette absence, ce trou dans l'eau qui ne se referme pas, c'est peut-être une chose encore plus pénible que de l'action, si vous voulez, de secourir des gens, qui est dure, mais qui au moins est bénéfique. Ça, c'est le silence total, c'est l'anonymat, c'est les fantômes de cette mer. Cette mer est maintenant peuplée de fantômes. Jean Arnaud, moi ce qui m'a beaucoup frappé quand on a travaillé ensemble l'an dernier sur la route des Balkans, tu as évoqué des familles syriennes, des familles entières, mais moi l'autre chose qui m'a beaucoup frappé, et on a suivi des réfugiés, des hommes de la Hongrie, je sais qu'on avait suivi tout un groupe en Suède et on continue à le suivre aujourd'hui via Facebook. C'était la qualité de ces gens. Et ça renvoie à la figure du migrant telle qu'elle est projetée et qui n'est pas celle, qui n'est pas la réalité. Il faut quand même comprendre que d'abord l'exil est un déchirement et que les gens ne choisissent pas de partir. Ils le font au terme d'aventures terribles et de véritables déchirements. Et il faut comprendre ensuite que quand ils s'engagent sur la route de l'exil, c'est affreusement compliqué, c'est affreusement risqué, c'est affreusement cher. Ce qui signifie que dans tous les flots de réfugiés, dans tous les reportages qu'on a publiés l'an dernier, pour moi, une des surprises, c'était de voir la qualité, entre guillemets, si je puis dire, des gens qui partaient sur ces routes. Souvent, ils étaient envoyés en éclaireurs parce qu'ils étaient les meilleurs de la famille, les meilleurs du village, les plus formés, les plus démerdards, ceux qui ensuite allaient pouvoir s'installer en Allemagne, en Suède, s'intégrer très vite, trouver très vite un travail, puis renvoyer de l'argent à la famille, puis éventuellement pouvoir faire venir la famille. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que tu as vu d'autres profils? Oui, non, tout à fait. Je pense que tu as bien décrit la situation. Je dirais qu'il y a deux cas de figure tout de même. Il y a des gens, je pense surtout en Syrie, en Irak,
ou en Afrique, dans certains endroits, qui sont directement chassés par la guerre qui arrive. Et là, il n'y a pas le choix. Il faut quitter le village, quitter la région, et tout le monde part. Enfin, tous ceux qui le peuvent s'en vont. Alors après, l'autre question, c'est une fois que vous avez passé la frontière turque, par exemple, en fuyant la Syrie, la question, c'est est-ce que vous continuez le voyage ou est-ce que vous restez là? Et il y a aussi, il faut le rappeler, beaucoup de gens qui réellement font le choix de vouloir rester au plus près de leur pays. Ça, c'est tout à fait incontestable. En Jordanie, en Jordanie ou en Turquie, ou enfin le moins loin possible. Mais après, la question, par contre, c'est de poursuivre le voyage. Et ceux qui vont poursuivre le voyage sont ceux qui ont, je dirais, le meilleur capital dans tous les sens de ce terme. Parce qu'il n'y a pas d'égalité dans l'émigration, dans l'exil. Dans un exode, c'est toujours déjà ceux qui ont le plus d'argent, qui vont le plus vite, qui s'en sortent le mieux. Ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui ont le plus de capital intellectuel, ceux qui parlent plus ou moins bien, au moins l'anglais, voire le français ou d'autres langues étrangères. Bien évidemment, quelqu'un qui ne parle que la langue de son village, de sa région, qui n'a jamais voyagé, il y a bien évidemment, il sera beaucoup moins à l'aise dans un parcours de migration qu'un étudiant de la fac de Damas ou d'Alep. Ça, c'est évident. Que quelqu'un issu d'une bonne famille. Donc il n'y a aucune égalité dans la migration, absolument aucune. Dans la migration, au contraire, tout ce qui constitue, toutes les injustices, les inégalités qui constituent la société s'exacerbent. Tout devient encore pire. Et l'argent, la possibilité de communiquer, c'est les deux choses essentielles pour ces réfugiés. Après, bien évidemment, tous les parcours sont différents. Une chose qui est très importante aussi, parce que parfois on entend dire, mais regardez, ces gens-là, ils ne sont pas si malheureux que ça, ils ont tous des téléphones, ils ont tous des smartphones. Mais bien évidemment, c'est la chose la plus importante. Vous avez beaucoup de gens qui n'ont plus de papier d'identité, soit parce qu'ils les ont perdus, soit parce qu'ils ont choisi de s'en débarrasser, pour des raisons qui leur appartiennent. Du coup, ils n'ont plus aucun document d'identité, ils ont des vieilles godasses, ils ont pas grand-chose, mais ce qui permet encore d'avoir une identité, c'est souvent son adresse Facebook, son identité Facebook, qui se révèle souvent plus importante que les papiers qu'on peut toujours revendre, trafiquer, racheter ou se faire voler. Cette identité Facebook, elle permet d'une part d'informer les proches, de garder un contact, d'avoir des nouvelles de ses proches, et puis surtout, elle permet d'organiser le voyage lui-même. Les informations, elles circulent sur toute une série de groupes Facebook ou d'autres réseaux sociaux. C'est totalement fabuleux de voir, en plus quand on connaît bien le terrain, de voir comment les informations sont précises et circulent en temps réel, où on trouve, expliqué en arabe ou en pachtoun ou dans d'autres langues, que près de tel petit village de Serbie, attention, la rivière est en crue, ou tout est précisé en temps réel avec souvent grande exactitude. Et c'est ça qui permet aux réfugiés, malgré tout, de passer. Donc avoir un smartphone, et souvent on se le fait voler dans la migration, bien sûr, mais enfin c'est vraiment le bien le plus précieux qui soit. Et après, pour répondre éventuellement aux questions techniques que vous vous posez, il faut trouver à un moment ou l'autre un endroit pour le recharger, et ça on trouve toujours. Parfois c'est payant, parfois c'est 1 € la recharge, dans des bistrots, même dans des camps. Ailleurs c'est gratuit. Et puis trouver du wifi ouvert. Zimaco à Calais, l'information, ça circule très vite. On sait immédiatement tel camion il peut passer, ce qui se passe de l'autre côté du tunnel. Il n'y a pas de radio. Ce matin, il y a un ami qui m'a appelé directement. Il dit Zimaco, il y a eu 3 morts hier, 3 Soudanais qui sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit bon, moi je suis en Bretagne, je ne peux rien. Va voir l'école si tu peux toucher un de nos profs bénévoles qui peut vous aider. Non, je suis très loin de vous. C'est comme ça va vite. Ceux qui sont malades, on appelle les pompiers, ils ne viennent pas. Et voilà, l'information se répand très vite. Si quelqu'un a une voiture dans le coin, on a des amis à Calais, on peut les appeler, qui viennent nous aider avec leur voiture à ramener ceux qui sont blessés ou les malades à l'hôpital. D'accord. Jean-Paul, tu voulais intervenir sur sur Jean-Arnaud. Je crois que la plus grande difficulté que nous avons, c'est de changer le regard, enfin d'adapter le regard que nous avons sur ce qu'on appelle les migrants. Quand on récupère des gens dans les Zodiacs et qu'on les fait monter à bord,
Ce sont des gens qui sont des noirs, qui sont tout gris, qui vomissent, qui sont tout mouillés, qui s'effondrent, qui s'évanouissent. Ce sont des petites choses. Mais après une nuit, après la chaleur d'une couverture, un repas, etc., on retrouve des gens qui ont une personnalité et qui rayonnent. Ce que je veux dire, c'est que les migrants ne sont ni des moutons bêlants, des victimes, ni des envahisseurs. Ce sont des hommes. Et ces hommes sont assez particuliers parce qu'effectivement, ils sont victimes de tas de choses et leur épopée est toujours tragique. Mais ce sont aussi des gens qui ont réussi là où la moitié d'entre nous auraient échoué à survivre, à déjouer le problème des polices, des barrages, à manger, à travailler, etc. Et quand ils arrivent sur un bateau comme SOS Méditerranée, ils ont accompli un exploit. Et ces gens, ce sont souvent effectivement les plus hardis, les plus entrepreneurs, ceux qui veulent changer les choses. Un migrant, c'est quoi? Un migrant, c'est bien sûr un réfugié qui fuit la guerre en Syrie, c'est très clair, mais c'est aussi un jeune de Guinée que j'ai rencontré, je vous parle de gens que je connais, et qui voulait devenir footballeur professionnel et qui a tout fait, qui a failli se noyer au large des Canaries dans une pirogue parce qu'il voulait venir en Europe pour réussir. C'est aussi une femme du Cameroun que j'ai rencontrée sur le bateau et qui était à Yaoundé et qui avait 25 ans, qui tenait un commerce, ça allait très bien. Et puis la famille et le village l'a forcé à épouser, un mariage forcé. Donc un vieil homme de 70 ans qui lui a fait un gosse. Elle a dit non. Elle a pris ce gosse une fois qu'il est né. Et on a retrouvé cette femme sur le bateau avec un moutard de 3 mois sous le bras. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi vous avez pris ce risque? Elle a dit, parce que je veux que ma fille, c'était une fille, puisse grandir dans un pays où on ne lui fera pas de mariage forcé. Un migrant, c'est un imam de Jalalabad qui tient une mosquée, donc un musulman pieux et religieux, mais les talibans lui ont dit, si tu ne changes pas ton prêche, l'imam, si tu ne prêches pas le djihad, on va t'égorger. Et pour ne pas prêcher la violence, il est parti avec toute sa famille. Je l'ai retrouvé à Lesbos, ils ont failli mourir 10 fois. C'est ça, les migrants. Ce sont à la fois des gens qui ont parfois été torturés, qui ont été des opposants politiques, ce sont des avocats, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des gens qui veulent vivre. Ils ne veulent qu'une chose, et ça c'est une chose en commun qu'ils ont. Ils veulent changer les champs du possible. Ils veulent changer leur futur. Ils ne veulent pas qu'on leur dise « sa vie sera comme ça et tu n'y peux rien ». Et donc, ils partent avec cette force en eux individuelle extraordinaire, mais aussi une force collective, parce qu'ils savent que même si leur vie est pourrie, même s'ils sont torturés, même s'ils arrivent en morceaux en Europe, parce que la vie d'un migrant de première génération, c'est jamais très bien, ils savent et ils le disent malgré eux, qu'il y a quelque chose qui passe à travers eux comme des conquistadors, c'est que leur postérité, leurs enfants, ils iront à l'école, ils seront soignés, ils grandiront. Et là, de toute façon, même si eux, individuellement, ils ont perdu, collectivement, ils auront gagné. Alors, on a beaucoup parlé et comme on souhaitait faire un débat, qu'il y ait aussi des questions, qu'il y ait des interventions, je sais qu'une personne veut intervenir. Peut-être je vous donne la parole maintenant et non mais dites-nous parce que si j'ai bien compris vous voulez nous parler de ce qui se passe à Paris sur un peu les camps sauvages, donc je vous donne juste quelques minutes en revanche qu'on puisse échanger. Je vais mettre là. Est-ce que là on m'entend? Je vais essayer d'être très courte. Vous dites qu'il n'y a pas de politique européenne. En France aujourd'hui il y a une politique à Paris en tous les cas. Jusqu'ici, les réfugiés qui arrivaient dans la capitale se retrouvaient tous au même endroit parce que quand on n'a aucun repère, on peut être un peu moins pire ensemble. Et de temps en temps, il y avait ce que nous appelions dans tous les réseaux associatifs, tous les militants, les collectifs, des évacuations où il y avait des gens de la police. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est inique comment c'est fait, mais aussi des gens des services sociaux, de l'OFPRA et de la mairie. On en mettait quelques-uns à l'abri avec une possibilité de faire une demande d'asile. Quelques autres étaient remis à la rue et le campement recommençait dès le soir même. La mairie de Paris s'arrangeait toujours pour bien barricader l'endroit où ils étaient à l'abri du métro aérien pour qu'ils ne reviennent pas. Et ça, c'est comme ça depuis des années. À partir de fin juillet, nous parlons de rafles.
Ce sont des périmètres de sécurité de plus en plus grands faits par les CRS. On dit aux gens qu'on va les héberger, on les amène dans les commissariats, où on les humilie. Je vous donne juste un exemple. Une femme avec un nourrisson, une femme éthiopienne avec un nourrisson a été interdite de nourrir son bébé pendant 8 heures. Une grande majorité des gens sortent des commissariats avec des ordres de quitter le territoire français sous 30 jours. Une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine de personnes ont un abri. Et puis les autres sont remis à la rue tout de suite. Et le campement se refait, mais comme on barricade, on va un peu plus loin. Nous avons à peu près 5 à 6 rafles par semaine, où les CRS prennent les duvets, les tentes qu'on donne aux gens, les jouets, les sacs de couchage, les kits d'hygiène. Et on recommence, on a des familles qui dorment sur les trottoirs avec des bébés, etc., etc. Et comme vous dites, ce sont des hommes, des femmes et beaucoup de mineurs debout et patients. Parce que moi, à leur place, j'aurais eu envie de tout péter. J'ai juste envie de dire un petit mot, puis j'arrête. Sur les mineurs, l'État français est hors la loi par rapport au droit d'asile des adultes. L'État français est hors la loi par rapport à la protection des mineurs. 90% de nos mineurs sont déclarés majeurs par le demi. Nous en avons un qui s'est fait démonter l'épaule par le vigile du demi. Il est à la rue. Il les jette à la rue. Et juste pour vous donner le vigile du demi, c'est le bureau qui s'occupe de déclarer mineurs les mineurs. Après une interview avec des traducteurs nuls et racistes. Résultat des courses, nous avons eu, il y a quelque temps, début août, une quarantaine de jeunes mineurs qui se sont vus donner un rendez-vous pour l'entretien le 15 août. Donc, on pourrait... voilà. D'accord. Donc, Merci de votre témoignage. Donc, Je juste crois qu'il y dire avait une qu'il y a question. une politique, on ne veut pas les voir. Donc, on a une question ou une intervention de madame, monsieur là-bas, c'est ça? Madame, allez-y. Oui, c'est très court. Je voulais Parlez proche du micro pour que tout le monde puisse Oui, entendre. je voulais juste demander où est-ce que l'Aquarius emmène les personnes récupérées en mer. Alors, le rôle de l'Aquarius n'est pas de garder les personnes en mer. Son rôle est de les empêcher de se noyer. Ensuite, ils sont soignés, ils sont médicalisés, évidemment, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec les pieds troués par les clous, d'autres avec des rafales, des balles, etc. Donc, il y a des blessés quand même. Il y a des gens qui sont en danger de mort. Donc, on les soigne, mais en les soignant, on continue, on fait demi-tour et on fonce vers la Sicile. Et là, le Rome nous dit où déposer dans un centre d'accueil classique les réfugiés qui sont pris en charge par les autorités. C'est-à-dire que nous, notre travail... C'est l'Italie qui les accueille. Oui, c'est toujours l'Italie. Celle qu'on critique, l'Italie qui ne fait rien. Mais enfin, l'Italie font des choses magnifiques. Hommage aux gardes-côtes, Mare Nostrum s'est arrêté, mais il continue à faire Mare Nostrum sans avoir les moyens financiers et en individuel. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, madame, c'est que l'idée, c'est que nous, les SOS Méditerranée les empêche de se noyer, mais ensuite les met à l'endroit où ils auraient continué leur parcours, qui est un marathon, et on le sait, hein, c'est ça qui est dur. Mais en leur évitant la traversée méditerranéenne en se soignant. Voilà la réponse. Monsieur, et puis après, il y aura monsieur là-bas. Ah bon. Là-bas, d'accord. Oui, alors, aucun de vous n'a dénoncé un État mercenaire. Parlez proche du micro, monsieur, parce que sinon... Oui, aucun de vous n'a dénoncé un État mercenaire qui est la France, qui est la sous-traitante du Royaume-Uni pour les migrants, avec le résultat, la jungle de Calais. Est-ce que l'Union européenne ne va pas être responsable d'une jungle de plusieurs centaines de kilomètres sur la frontière turco-syrienne si, avec l'accord de sous-traitance qu'elle a passé? Jean-Arnaud, tu veux répondre sur le... Écoutez, moi, de ce que je comprends dans cet accord donc, de mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie accueillait déjà 2,5 millions, on pense aujourd'hui 3 millions de réfugiés. Hein. Donc il faut quand même prendre la mesure des choses. La Turquie, depuis maintenant presque 2 ans, accueille 3 millions de réfugiés. La Jordanie en accueille près de 2 millions.
Voilà, en France, je vous donnais le chiffre, 991. Hein, c'est quand même, on est dans des... Alors, dans cet accord avec la Turquie, effectivement, il y a toute une série de camps à la frontière turco-syrienne, des camps qui ont été inspectés par différentes organisations internationales et qui sont des camps plutôt bien tenus, nous, on a publié plusieurs reportages, par exemple, sur Gaziantep, où il y a eu cet épouvantable attentat ce week-end qui a fait 51 morts, près de Gaziantep, qui est une ville, qui est une grosse ville, à quoi, une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne. Là, il y a toute une série de camps. Et voilà, donc on est vraiment dans un système de sous-traitance. Alors, ce qui se rajoute depuis le 15 juillet et la tentative de coup d'État militaire en Turquie et la réponse absolument incroyable du régime Erdogan depuis, ce qui se rajoute, c'est vraiment ce chantage entre Turquie et Europe, et où finalement les réfugiés sont la monnaie d'échange. Voilà. Mais moi, de tout ce que j'ai lu, de tout ce qu'on a pu documenter sur la situation des réfugiés en Turquie, c'est pas du tout la jungle de Calais. Non, 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 non. C'est beaucoup mieux que ça. Alors après, on a publié des reportages, par exemple, à Istanbul, sur des quartiers de réfugiés, et il est évident que, par exemple, les Syriens qui arrivent à Istanbul, eh ben, dans un premier temps, servent de sous-prolétariat, hein, mais là, je parle en dehors des camps, des gens qui, par des réseaux personnels, etc., ont pu être accueillis dans des villes syriennes. Voilà, enfin, moi, la réponse que je peux vous donner. Je ne sais pas, Jean-Arnaud. Oui, non, j'ajouterais juste un mot. En réalité, la question de ces politiques européennes ou de ces politiques en général, c'est fondamentalement le problème du déni, d'essayer de cacher le problème. Installer un camp pour accueillir dans des conditions à peu près correctes 5 000, 10 000, 20 000 personnes, on sait le faire. Il y a des professionnels pour ça. Il y a le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a les grandes organisations humanitaires. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution et un camp, ça reste toujours un camp. Mais créer un camp très grand où on va loger à peu près correctement un grand nombre de personnes en satisfaisant à peu près leurs besoins fondamentaux, y compris le besoin d'éducation pour les enfants, ça, on sait le faire. Là où les choses commencent à ne plus aller du tout, c'est quand on refuse de reconnaître le fait qu'on est confronté à une crise de réfugiés. Quand la route des Balkans, par exemple, fonctionnait, de fait, c'était créé un corridor humanitaire sans que le mot n'ait jamais été officiellement prononcé. Mais toutes les grandes organisations, à commencer par le HCR, sont arrivées. Alors les volontaires locaux, ça je tiens à le souligner, ont joué un rôle énorme. Les volontaires macédoniens, serbes, hongrois, des gens qui se sont engagés, avec beaucoup de gens de toute l'Europe qui sont arrivés. Jean-Arnaud, je t'interromps juste, si je me souviens bien, à ce moment-là, la route des Balkans en corridor humanitaire, elle se faisait en quoi? En 2 jours? 2 jours et demi. 3-4 jours, 2 jours ça vraiment allait très vite, quoi. Pour les gens et qui avaient beaucoup sécurisé. de chance. Et c'était sécurisé, et sur tous les points de passage frontaliers, vous aviez immédiatement de la nourriture, une assistance médicale, un bureau du CICR pour les familles ayant perdu un de leurs membres, les organisations s'occupant des enfants pour les mineurs isolés, ça roulait à peu près. À partir du moment où on a fermé les frontières, il n'a plus été possible de conserver cette logistique. Dans le cas d'Idomeni, on a vécu des moments totalement aberrants où les tentes étaient là, mais les organisations humanitaires n'avaient pas le droit d'y accéder parce que la Grèce essayait de négocier avec les Macédoniens, avec les Européens, pour savoir quoi faire. Et du coup, il y avait comment dire, c'était insuffisant par rapport au nombre de personnes. Mais enfin, il y avait quand même des tentes, des douches, et cet hiver, il a fait très froid dans le nord de la Grèce. Donc il y avait malgré tout quelque chose, et à certains moments, c'était pas possible de l'utiliser parce qu'on ne voulait pas dire que c'était un camp de réfugiés. Et je crois que ça, c'est le point le plus important. Quand on est dans le déni, on s'interdit de répondre aux obligations humanitaires les plus minimales qui sont celles d'un État. Et pour le coup, la dame qui est intervenue a parfaitement raison. Dans le cas de Calais comme de la jungle qui est en train de se former à Vintimille, on est dans le déni, donc on fera tout pour que ce minimum humanitaire ne soit même pas présent, avec cet argument profondément cynique et faux qui consiste à dire si on offrait des conditions satisfaisantes, ça attirerait les gens. Donc il ne faut pas les attirer. Le fameux appel d'air.
Appel d'air, alors qui est très bien démonté, l'argument qui est, mais alors mis en miettes dans le rapport du défenseur des droits. Une question, madame, je crois qu'il y en a une autre, et puis également madame ici. C'est une question pour Monsieur Jones. Déjà, votre initiative de l'école du chemin des dunes est absolument remarquable. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Parce que c'est une école qui est reconnue quand même au plus haut niveau d'une certaine manière et qui montre justement la capacité d'organisation à l'intérieur de la jungle de Calais. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous ressentez l'avenir dans cette jungle? Bon, merci pour la question, mais il y a un truc qu'il faut savoir, ça ne fait que commencer. Bientôt, on va être le double ou soit le triple de ce que vous voyez. Le gouvernement Nord-Pas-de-Calais, chaque fois, actuellement, ils sont en train de fermer les restaurants du camp. Ils sont allés la fois dernière à cour d'appel, ils ont perdu le procès. Et les restaurants ont commencé par revendre les trucs, la nourriture, le café. Mais la fois dernière, j'étais allé à la Vie Active, l'association mandatée par l'État. Il y avait une queue de 4 à 5 heures de temps avant de prendre la nourriture. C'est-à-dire s'ils donnent à manger à 17 heures, le premier doit se mettre en rang à midi. Et donc c'est costaud. Et en plus, les familles arrivent chaque jour. Actuellement, aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Il y a une femme qui est venue à l'école, elle a acheté 40 bouteilles de gaz. Elle en a distribué, mais il y a des familles qui n'ont pas eu. Donc tous, ils étaient à l'école actuellement. Quelqu'un m'a appelé, tout juste avant le début de cette conférence, quelqu'un m'a appelé et m'a posé la question, mais comment est-ce qu'on va faire? Moi aussi, j'ai essayé d'aider, c'est pour ça que je suis venu, mais je ne savais pas qu'en aidant les autres, ça allait rester sur ma tête tout. Et donc, je suis dépassé par les événements. Le gouvernement Nord-Pas-de-Calais, c'est eux qui reçoivent les subventions. Moi, j'ai rien, moi. Je travaille avec le bois, marteau, clou. J'ai essayé d'unir les frères, d'où le nom de école à laïcité de l'école. Et essayer de faire le changement, l'électricité, les toilettes, l'eau potable. C'est moi et mes avocates qui ont gagné le procès, y compris même les conteneurs. Mais en fin de compte, moi, j'ai rien. Je fais que aider. Là où il y a l'argent, ils peuvent aller frapper à la porte de la mairie, soit aller voir la Vie Active, s'ils peuvent leur fournir des bouteilles de gaz. Je suis fatigué de la situation, moi aussi. Si vous pouvez m'aider en les aidant, c'est mieux. Hein. Vous pouvez venir avec moi faire un tour à l'école. Actuellement, j'ai 3 chambres qui peuvent prendre des bénévoles. Et à l'école aussi, j'ai fait une salle de bain. Il y a une cuisine, une salle de réunion. Et si vous voulez passer par le groupe de l'école, je peux vous héberger. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a. Alors, ah bah non, monsieur, c'était la même question. Je crois qu'il y avait une autre question, ils vous font, et sinon il y a madame. Voilà. Oui, j'ai plusieurs choses à dire, mais je vais essayer d'être brève. Je pense qu'il y a quelque chose qui me semble que vous n'avez pas dit et qui me semble vraiment indispensable pour comprendre un certain nombre de situations, c'est qu'on parle de crise migratoire en Europe. Ok, je ne vais pas revenir sur la terminologie, on peut la discuter. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que dans toutes les populations déplacées à cause des guerres et tout ça, les gens, ils ne viennent pas vers l'Europe. Ils viennent, bien sûr, mais c'est une minorité. Et qu'en fait, la plupart des migrants qui sont accueillis par d'autres pays qu'on appelle pays du Sud ou autrement. Et qu'en fait, cette charge-là d'accueil, elle est prise dans des proportions énormes par des pays qui, eux-mêmes, n'ont pas forcément des moyens comme les moyens dont dispose l'Europe, notamment en pillant ces pays. Mais bon, on ne va pas venir dans les détails. Aussi, je voulais rajouter quelque chose sur le statut de réfugié, parce que quand on parlait de terminologie, justement, je pense qu'il y a quelque chose qui est bien à préciser. Je suis désolée, peut-être tout le monde le sait déjà, mais en fait, réfugié, c'est un statut qu'on doit obtenir à travers une procédure en France, et que justement, la France, quand la camarade de Paris disait que la France est hors la loi, notamment elle est hors la loi par rapport au fait que l'hébergement des demandeurs d'asile doit être pris en charge par l'État, ce qui n'est pas du tout fait, et ce qui donne des campements qui sont en effet régulièrement évacués dans des conditions assez atroces. Et qu'en plus, la France fait aussi taper sur les doigts parce qu'elle accorde très très peu le statut de réfugié. Il y a à peu près 20% des demandes qui est acceptée. Et voilà, et ces conditions-là, il y a une réforme de la demande d'asile. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi. Après, par exemple, les militants allemands en Allemagne décident d'utiliser le terme réfugié plutôt que migrant à des fins politiques. Mais voilà, il faut aussi savoir que c'est un statut qui est très compliqué à obtenir
et que beaucoup de gens qui le méritent, à mon sens, ne l'obtiennent jamais. Ok, merci. Et j'ai pas fini, je suis désolée, j'ai dit que j'avais une liste. Rapidement, s'il Ouais, vous je vais au plaît, plus vite. si vous avez une question au J'ai plus passage. que 2 points. Oui, oui, ça va venir. Mais ça va venir. non, ceci dit, vous avez tout à fait raison de souligner que les grandes vagues migratoires, elles ne sont pas forcément de ce qu'il est convenu d'appeler les pays du Sud ou les pays pauvres vers l'Europe. Elles sont intra. Et en Afrique, les grandes migrations sont entre pays africains. Ça, on aurait dû le souligner, effectivement. Alors, 2 petits points. très Alors, rapides. juste un petit point, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Non, 2 vraiment, mais je vais être très rapide, je vous jure. Alors, on parle beaucoup de qu'est-ce que c'est un migrant. Moi, je veux juste dire un peu une petite chose qui m'a choquée aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne de Guinée qui est venue faire un témoignage sur son parcours migratoire. Et lui n'a pas eu le droit à la scène avec le micro. Il était dans un coin sans micro pendant qu'il y avait les balances pour le groupe de musique. Donc ça, c'est peut-être des choses à réfléchir. Et la personne qui m'héberge aussi m'a dit qu'il y avait un centre d'accueil de migrants à côté de Douarnenez. Je pense peut-être ils ont été invités, je ne sais pas, mais j'aurais bien aimé les voir. Et la vraie dernière chose, eh ben c'est super, ok. Voilà, donc ça c'était ma première question, Ok. on y a répondu. Et juste sur Frontex, là on en parle comme si c'était un truc d'État qui devait agir contre les passeurs. Frontex, c'est pas ça. C'est une compagnie privée qui est financée avec des sommes énormes par l'Europe pour externaliser les frontières. Et ça, j'aimerais bien que vous développiez un peu plus là-dessus, parce que je pense que oui, il y a une politique européenne, elle se retrouve dans Frontex. Et voilà, c'est des choses assez complexes. Je veux bien que vous y répondiez. Alors, madame, et si vous avez d'autres... attendez, on va vous donner un micro. Ça sera plus simple. S'il y a d'autres questions, vous me faites signe. Comme ça, on peut faire circuler le micro. Alors, c'est tout le temps de ce côté. Personne de ce côté ne veut intervenir. Bon. C'est un témoignage Oui, d'un madame. groupe. Moi, je suis de Nantes. Parlez près du micro. Je suis de Nantes. À Nantes, il y a un collectif de citoyens, d'associations qui ont aidé il y a 3 ans un groupe d'Érythréens, dont une famille avec enfants, pour être logés. Alors, on avait trouvé un appartement. Les CRS les ont délogés. Actuellement, ils sont toujours dans un ancien presbytère qui se trouve à Doulon, où les bénévoles ont remis l'eau, l'électricité. Souvent, la mairie leur coupe l'électricité pour qu'ils partent. On est avec la maire de Nantes, on est toujours en négociation pour qu'ils soient logés. Et on a des avocats, évidemment, pour qu'ils aient le statut de réfugiés, parce que c'est vraiment des réfugiés. Alors, certains ont eu le statut, et d'autres sont menacés d'être renvoyés parce qu'ils sont toujours sans papier 3 ans après. Et c'est vraiment une grosse bataille pour avoir le statut de réfugié. Bien sûr. Et la municipalité, par contre, alors il y a eu des élections, il va y avoir des élections, et c'est vrai qu'on veut cacher le problème de l'immigration en France actuellement. Merci de votre témoignage. 2 interventions. Je vais donner là-bas les gens qui ont levé la main les premiers. Et s'il vous plaît, si on peut être bref, parce que je vois que l'heure tourne, et comme moi, on m'a demandé de dégager la scène dans un quart d'heure, voilà. Donc, comme il y a pas mal d'interventions, on va essayer, et les uns et les autres, d'être le plus bref possible. Ok, on va essayer d'être brève. Non, moi je voulais juste revenir sur le concept de frontières dont on parle depuis tout à l'heure, de dire qu'effectivement ça va des hotspots qui sont hors de l'Europe, puis aux frontières de l'Europe, puis à l'intérieur même de l'Europe, les pays qui ferment leurs frontières, et aussi de parler à l'intérieur, je parle de la France parce que c'est là où j'habite, de se rendre compte qu'en fait les frontières elles deviennent de plus en plus coriaces et de plus en plus policées, c'est-à-dire que pour des personnes qui migrent et qui arrivent en France, qui n'ont pas de papier ou qui sont dans des processus soit d'aller ailleurs, soit de faire des demandes d'asile qui sont rejetées, il y a d'abord les frontières administratives. Comme on a dit, c'était très compliqué de pouvoir obtenir le statut de réfugié. Il y a aussi de plus en plus d'arrestations, de plus en plus de frontières au niveau des polices, au niveau de tout ce qui est budget alloué à la police, aux polices aux frontières, avec l'état d'urgence qui continue, qui n'a de cesse de se répéter. Il y a beaucoup plus de possibilités pour la police d'arrêter et qui se soldent très souvent par des OQTF, des obligations de quitter le territoire. Il y a des traques, c'est vraiment aujourd'hui en France, je pense comme depuis longtemps, c'est très
Voilà, en fait, les frontières se resserrent. Et pareil, dans les tribunaux, c'est intéressant d'aller faire des tours dans les tribunaux. Il y a beaucoup d'instances qui jugent le fait d'être ou pas avec des papiers, de rester ou pas en centre de rétention, d'y aller ou pas. Et franchement, c'est hallucinant de voir comment la justice se saisit de telles thématiques. Il y a pas de... Voilà, c'est raciste, c'est fasciste, c'est tout ce qu'on veut. Quand les personnes s'auto-organisent pour se loger parce qu'il n'y a pas de proposition étatique, quand elles trouvent des bâtiments vides, par exemple à Toulouse, et qu'elles réquisitionnent des bâtiments, par exemple de Nantes Habitat, parce que c'est des appartements vides, la solution qui est donnée par la mairie, c'est de les évacuer, détruire tous les appartements, détruire les sanitaires, détruire la tuyauterie pour être sûr que personne ne revienne. C'est de mettre de l'argent pour vigiler les appartements pour que personne ne revienne. C'est de les assigner en justice et de leur donner des amendes pour payer les mois d'occupation des loyers qui étaient vides à la base. Donc voilà, c'est quand même toute une politique. Moi, je pense que c'est aussi une politique migratoire de faire ainsi et de dire qu'il y a des choses qui se font, c'est pas forcément celles qu'on aimerait voir faire et qu'on peut faire pression sur les mairies, sur les conseils généraux qui ne prennent pas les... Merci de votre intervention. Je vous interromps un peu pourquoi ? Parce que demain, il y a un nouveau débat, c'est le matin, de 10h à midi, de 10h à midi, sur justement les mobilisations citoyennes, les luttes en cours, les initiatives prises par les uns et les autres. Donc je pense que... François, voilà. Pour rappeler, c'est la palabre de demain matin à 10h à la MJC avec les crêpes, le café, enfin comme vous le savez bien. Donc pour toutes les initiatives de solidarité, je crois qu'il y aura vraiment le temps d'en parler demain. Voilà, alors je propose, comme là il reste quand même très peu de temps, on va prendre en priorité s'il y a des questions aux intervenants. Donc des questions. Pardon ? Ben, on en a parlé de Frontex, oui. Oui. Alors, attendez, il y a d'autres questions. On va prendre les autres questions. Madame, je crois que Madame était... oui, Madame était avant et ensuite il y a Monsieur. Je pense qu'ici, dans l'Assemblée, on Parlez près du micro, oui. Madame, sinon... Je pense qu'ici, dans l'Assemblée, on est tous sensibles à la question. Et je pense que beaucoup d'entre nous, chacun à sa manière, cherche à être solidaire d'une association ou d'une action locale. Mais ma question est, peut-être qu'on en parlera demain, mais moi je voudrais voir comment, par rapport aux 160 000 que la France est engagée à accueillir, quels sont les mouvements, non pas seulement de solidarité, mais pour qu'effectivement il y ait pression pour que le gouvernement fasse son boulot. Et c'est vrai que moi je me sens très impuissante et avec beaucoup d'amis à Paris c'est pareil, on ne sait pas que faire. Alors, l'engagement de la France, quand je citais le chiffre de 160 000, c'est un engagement au niveau européen. La France, le seul engagement qui a été pris, il a été pris par François Hollande quand il a parlé d'accueillir 30 000 réfugiés en 2 ans. Et c'est le chiffre que je vous donnais, c'est 900, le résultat, c'est 991. Nous, je pense que personne n'aura de réponse, évidemment, toute faite ou très précise à vous donner. Moi, ce que je veux souligner, c'est que, et c'est quand même ce qui est apparu tout au long de l'année 2015, c'est l'incroyable mobilisation de la société allemande. Il y a eu en Allemagne des mouvements massifs d'organisation et d'accueil des réfugiés. Et si Merkel a pu défendre avec constance cette politique d'accueil massive, c'est parce que derrière les églises, les associations, des myriades d'associations, des citoyens. Moi, j'avais rencontré des amis à Berlin, et ben oui, ils avaient évidemment une famille chez eux, comme plein de gens dans le quartier. On parle de la Bavière comme évidemment le fief conservateur allemand, mais en Bavière, il y a eu l'accueil de dizaines de milliers de personnes. Donc, ce qu'il y a de très frappant quand même, c'est comment une société allemande s'est mobilisée, mais dans des proportions absolument incroyables. En France, nous, on a publié beaucoup de reportages sur des initiatives, des mobilisations, mais il n'y a pas eu ce relais. Il y a eu un petit embryon de relais. C'est à un moment où des maires, généralement de toutes petites communes,
des maires disaient, bah, tiens, moi je fais voter en conseil municipal, on met un logement à disposition, on met 2 logements. Et ce qui là aurait pu être un relais intéressant, enfin je pense, ça a été assez vite étouffé. Et étouffé parce qu'évidemment, il y a une politique au sommet qui était de faire très exactement le contraire. Hein. Ça a été absolument revendiqué par Valls, qui a eu, on l'avait noté à l'époque, cette petite muflerie d'aller en Allemagne lors d'une visite officielle, lors d'une rencontre avec Merkel, pour faire une conférence de presse à la sortie de sa rencontre en disant l'Europe ne peut plus accueillir de réfugiés, l'Allemagne se trompe. Bon, voilà, il y a des décalages qui sont très grands comme ça, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a une autre question, madame? Et puis, monsieur. Une question très concrète à Jean-Paul Marie. Comment acquérir, diffuser le film Bus... Pardon. Comment acquérir et diffuser le film vu ce matin? Les migrants ne savent pas nager. Parce que je pense qu'avec un documentaire comme ça, si on repart dans nos communes, le diffuser pour sensibiliser les citoyens, c'est un outil formidable. Alors, madame, ça a été pensé comme un outil aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce film pour des tas de raisons, dont une principale est d'en faire un outil d'explication et de démonstration, enfin de reportage, de montrer le réel. Alors, SOS Méditerranée, vous-même, nous pouvons, si vous voulez, vous faire parvenir de quoi montrer le film dans votre commune, évidemment sans frais et sans choses de ce genre, hein, à des fins non commerciales, et il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de se déplacer pour venir après le film parler de ce qui a été montré et parler du problème. Mais ça m'amène, si je peux, à parler du problème de la parole, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. On ne va pas passer notre temps à constater que les politiques aujourd'hui ne précèdent plus l'opinion. Il y a 3 ans, personne ne parlait des migrants. Quand j'ai voulu faire mon livre, on m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu veux travailler là-dessus » Aujourd'hui, les choses ont changé quand même. Mais les politiques aujourd'hui, quand il y a eu la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, rappelez-vous, les politiques ont parlé en poussant, en avançant des valeurs pour lesquelles, au départ, une majorité de Français était contre. Et puis aujourd'hui, ils ont réussi à faire abolir la peine de mort et les Français ont compris. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les politiques aujourd'hui suivent l'opinion publique et attendent qu'elle réagisse pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je vous rappelle, enfin, c'est pas compliqué pour vous le rappeler, que nous entrons dans une année électorale. C'est-à-dire que les politiques vont écouter ce que les sondages d'opinion leur disent. Or, pour l'instant, il n'y a pas donc un monopole, mais il y a une prééminence forte de la parole qui dit des choses fausses. Les migrants nous envahissent. Dans le dernier texte de Nicolas Sarkozy, il explique qu'il faut arrêter l'invasion des migrants. 952 sur 30 000, c'est une véritable invasion. Donc il y a des choses fausses qui sont dites, et surtout ceux qui sont contre les migrants, contre la migration, qui professent des choses qui ne sont pas réelles, ont pris la parole et l'ont monopolisée. Alors, ce film est un exemple, un livre, mais pas seulement, bien sûr. Alors, dans une année électorale, il est très important de faire entendre votre parole pour qu'elle pèse dans l'opinion. Parce que si elle pèse dans l'opinion et si elle apparaît dans l'opinion, si vous vous emparez de cette parole, les politiques feront ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire suivre ce qu'on dit. Attendez, il y a monsieur. Monsieur, à vous, très rapidement, parce qu'après on va conclure. Je voulais rebondir sur ce que disait la copine sur les questions des frontières qui se resserrent. Parlez plus près du micro, pardon. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait la copine sur la question des frontières qui se resserrent et sur cette question qu'il n'y a pas de politique migratoire. Moi, je pense qu'il y en a une et qu'elle est très répressive, que vous faisiez une description, je pense, assez juste des gens que vous repêchez en mer, qu'on peut avoir des descriptions du même type sur les gens qu'il y a ici, qui sont dans des galères vraiment dures et qui souffrent beaucoup. Il y a de nombreux militants ici qui peuvent en témoigner, je pense. C'est une politique qui est menée aujourd'hui par un gouvernement du Parti socialiste. Il faut se rappeler de ça quand même. La droite n'était pas mieux, hein, mais enfin voilà. À Toulouse, on a le Parti socialiste aussi au Conseil général. Aujourd'hui, on arrête l'aide aux mineurs isolés étrangers, ce qui fait qu'ils se retrouvent à la rue et sans aide. C'est aussi une politique en cours.
Autre chose, on parlait de l'Europe et des valeurs fondatrices de l'Europe et des droits de l'homme, etc. Il faut se rappeler que l'Europe, à la base, c'est le Benelux et c'est une union commerciale. Et aujourd'hui, les marchandises n'ont aucun problème à passer les frontières, non plus. Et pour répondre à la copine sur Frontex, puisqu'apparemment ça ne va pas être abordé ici, il y a une émission qui passe demain sous le chapiteau vers 14h et qui explique très bien ce qu'est Frontex, toute cette question de privatisation, de la gestion des frontières, etc. Voilà. Très bien, merci. On va s'arrêter là. Merci d'avoir assisté à ce... Ah oui, il y a monsieur. Alors monsieur, c'est pour une question? Alors une question. Et on termine avec vous. Quelle action judiciaire vous pensez qu'on peut faire contre les hommes politiques qui ont une attitude horrible, illégale? Vous en avez cité. Enfin, je pense que c'est illégal. On doit faire une action judiciaire. Et je pense que, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on ne peut pas... les politiques, quels qu'ils soient, enfin bon, en France, quels qu'ils soient, on ne peut pas tenir dessus. Donc je pense que est-ce qu'on pourrait relayer par des vigiles citoyennes comme, enfin, à Lorient, il y a Nuit debout, enfin, il y avait Nuit debout avant les vacances. Donc relayer tout ce que vous avez dit. Enfin, je ne sais pas s'il y a un site où on parle où il y a un détail de tout ce qui se passe dans les camps, dans les... Alors, ce que fait l'armée française, par rapport à l'Aquarius, etc. quoi. Alors, des actions judiciaires, quelles actions judiciaires possibles? Alors moi j'en vois une qui assassine pour les politiques. Faites quelque chose qui est pire que le judiciaire, vous votez pas pour eux. Bon. Merci d'avoir assisté à ce débat et il continue pour partie demain matin. Demain matin à partir de 10h. Et merci aux interprètes qui ont dû nous supporter et qui ont dû avaler des chiffres dans tous les sens. Merci.